Bonjour à tous, on se retrouve pour notre Texama Show, c'est le Texama Show 143 si je ne m'abuse. Comme d'habitude pour l'actualité technologique informatique de la semaine. Table des matières dans la description d'ailleurs si vous voulez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Premier sujet justement dans la liste, c'est au niveau de la PlayStation 5. Donc Sony, vous avez Microsoft qui est en mode regardez, voilà notre console, et puis ils montrent tout. Et puis Sony sont en mode voilà la manette. Et puis après on vous montrera le câble peut-être. Non, je déconne un petit peu, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dévoilé la nouvelle manette de la PlayStation 5, qui d'ailleurs ne sera plus une DualShock, parce que pour ceux qui... C'était un choc pour moi aussi, je dois l'avouer. Jusqu'à maintenant, toutes les manettes de PlayStation s'appelaient DualShock, donc on avait la DualShock 1, 2, 3 et 4. Et du coup, c'était la manette qu'on connaît à peu près tous de PlayStation, qui a une forme très spécifique évidemment. Du coup, maintenant, ils vont passer à la DualSense. Alors, c'est évidemment un changement de nom, mais il y a aussi des nouveautés aussi, évidemment, avec. Et surtout, un petit changement de forme. Et bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, mais c'est un peu comme si, soyons honnêtes, c'est un peu comme si une manette de Xbox et une manette de PlayStation, une DualShock 4 par exemple, avaient fait un bébé. Franchement, j'ai une manette de Xbox ici et c'est pas exactement la même. Vous voyez, par exemple, cette partie-là sur la manette de Xbox est beaucoup plus haute que sur cette manette-là. Mais par contre, quand vous la regardez de profil, et j'ai bougé au micro, quand vous la regardez de profil, genre comme ça, vous voyez ça, il faut que je mette la même vue. Vous la regardez comme ça, hein, vous n'allez peut-être pas dans le bon sens, bref. Quand vous la regardez comme ça, franchement, il y a une petite ressemblance quand même. Il y a quand même une petite ressemblance. Donc ouais, bon, je déconne un petit peu évidemment. Elle reste quand même assez unique sur certains points. Et personnellement, j'aime bien la maniabilité de celle de Xbox. Mais j'ai toujours joué sur PlayStation, moi, par le passé. J'avais la PlayStation 1, la 2 et la 3. Et du coup, je dois bien avouer que je préfère par exemple les joysticks en bas, au même niveau, plutôt qu'un joystick en haut et puis un joystick en bas, personnellement. Évidemment, chacun ses préférences. Mais ce que je vois par contre, c'est que je pense qu'il y a des bonnes choses qui ont été prises de la manette de Xbox un petit peu, ou plutôt de manière générale, ils ont regardé ce qui passait le mieux dans la main des gens, mais ils ont quand même gardé ce qui fait que ça reste une manette de PlayStation. Du coup, vous allez me dire, ok, bon, un changement de forme, on a aussi évidemment le design qui est très important, juste la couleur, par exemple, il est blanc et noir, c'est un double couleur, et oui, c'est fait exprès, c'est pas une édition spéciale autre chose, ça veut dire que, on s'en doute à 3 km, la PlayStation 5 sera noire et blanche, certainement, je veux dire, une manette comme ça n'irait pas avec une console qui est toute noire et qui a aucune couleur blanche, justement, donc ouais, c'est garanti d'avance. Il y a aussi d'autres trucs qu'on peut remarquer, notamment, il n'y a plus le bouton share, c'est devenu le bouton create, donc apparemment ce sera plus créer du contenu, ce qui me semble être pas, je veux dire, si étonnant que ça, parce que il y a quand même, je vous rappelle, dans la PlayStation 5 et même dans la Xbox Series X, un processeur équivalent à un Ryzen 7 3700X, qui est un excellent processeur pour encoder des vidéos et tout ça, donc on pourrait limite avoir un mini programme de montage intégré, ça marcherait hyper bien. Et je vous rappelle, bon, techniquement, Sony Vegas, hein, il y en a qui vont être ah, Sony Vegas dans la PlayStation. Bon, Sony Vegas n'appartient plus à Sony pour information, c'est même plus Sony Vegas d'ailleurs. Mais bon, ça veut dire qu'ils ont quand même des gens qui s'y connaissent en montage, donc ils pourraient s'amuser à faire un mini programme de montage vidéo ou autre chose. D'où le Create, justement. Ça pourrait être même quelque chose d'un petit peu semi-intelligent avec de l'IA, justement. Il y avait aussi des rumeurs sur le truc de l'IA, notamment vous avez un speaker sur la manette. Donc ça veut dire que si vous auriez une IA, elle pourrait vous parler via le speaker de la manette. Vous avez aussi un micro intégré maintenant à la manette. Donc encore une fois, ça veut dire que vous pourriez dire Hey PlayStation, partage les 15 dernières minutes de gameplay ou autre chose. Et ça pourrait être probable. Surtout cette petite lampe au milieu qui ressemble vraiment à Hey, je suis en train d'écouter si tu as quelque chose à me dire, mais bon. On a aussi évidemment les lumières qu'on avait sur la PlayStation, la manette, la DualShock 4. Donc c'est les lumières qui permettaient de surtout faire un petit peu le tracking, hein, si je me souviens bien. Cette lumière bleue là, sauf que maintenant elle est plus frontale que sur le derrière. On va dire tout ce qui est touchpad, voilà, est devenu un peu plus grand aussi. Euh, bon après personnellement, j'ai pas trop joué à la PlayStation 4, donc je sais pas si c'était très utilisé dans les jeux, donc voilà. Et un dernier truc qui se voit pas, c'est qu'il y aura du meilleur haptic feedback. Donc, en gros, c'est du feedback
Genre, au lieu de juste, oh, je vibre. Voilà, tu roules, t'es dans un jeu de course, tu roules dans l'herbe, je vibre. Non, là, ce sera un peu plus loin, apparemment, notamment avec les gâchettes qui auront une force d'actuation qui pourra être variée par les développeurs. Donc, par exemple, imaginez, vous tirez avec une arme, ça tire facilement. Vous tirez avec un arc, ben, vous devez utiliser de la force pour tirer avec un arc. Ben là, il faudra appuyer plus fort sur la gâchette. À voir ce que ça fait avec la durée de vie de la manette. Qu'il n'y ait pas des gens qui s'amusent à appuyer comme des malades dessus. À voir. Mais ça peut être fun, je pense. Donc ouais, le but ici, c'est d'avoir une manette un peu next-gen en quelque sorte. Hein, parce que soyons honnêtes, bah, quand on regarde le DualShock 1, 2, 3, 4, tout ce qui a vraiment changé, c'est qu'elle est devenue sans fil, honnêtement. Et il y a eu le pavé tactile qui est apparu dessus. Et globalement, elle est très restée similaire. Donc là, c'est vraiment, oh, ok, on passe à la next-gen. Donc, intéressant. Après, ça reste évidemment une manette, hein, donc il faut voir ce que donne la console derrière et tout. Il faudra voir aussi la durée de vie de la batterie avec tout ce qu'ils ont rajouté dessus, parce que évidemment, si vous rajoutez 300 000 fonctionnalités, au bout d'un moment, ça va pomper de la batterie aussi. Il faudra voir si elle n'est pas trop lourde aussi, c'est très important ça aussi, parce que rajouter plein de fonctionnalités, ça rajoute du poids. Faudra voir. Donc, personnellement, je trouve ça intéressant, mais il faut voir. Elle a aussi un USB Type C d'ailleurs, donc ça c'est plutôt cool. Un bon point positif qui veut dire qu'elle devrait être beaucoup plus. Le port devrait être beaucoup plus résistant par rapport au micro USB et tout ça. Et c'est à peu près tout. Il y avait aussi les croix directionnelles qui ont un petit peu changé, qui reste selon moi tout à fait sympathique. Aussi, il faudra voir, selon moi, la finition blanche au fil du temps. Parce que, bah, soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens qui aiment bien manger des chips tout en jouant à un jeu vidéo ou des trucs dans le genre. Et une manette noire, surtout la manette de DualShock 4, justement, ça l'est encore. Ça l'est encore. Mais là, elle est blanche. Donc, ouais, faudra voir. Surtout qu'il y a. Vous voyez, on le voit un petit peu la finition là. Ça se voit, il y a une texture. Donc ça a l'air d'être une finition déjà moins soft touch au-dessus, donc plus lisse. Et par contre, soft touch en bas. Et ça si vous mangez en même temps que je joue à la console, je ne donne pas cher à la manette avant que ce soit totalement taché ou autre chose. Évidemment, ce sera toujours possible de nettoyer, mais il faudra nettoyer et peut-être que des gens, ça les embêtera ou autre chose. Donc ouais, ma foi, ça permettra aux gens de se rendre compte à quel point leur manette est sale aussi, ma foi. Ensuite, on a une vidéo très intéressante de Hardware Unboxed. C'est une chaîne que je vous recommande de suivre si vous parlez un minimum anglais. C'est une chaîne australienne d'ailleurs, pour information, mais ils font du contenu en anglais. Et forcément, l'Australie parle anglais. Et ils ont fait un contenu sur justement la comparaison des nouveaux Ryzen, surtout le Ryzen 9 4900 HS, qui je vous rappelle est dans le Zephyrus G14. C'est l'un des plus gros processeurs de ces nouveaux processeurs mobiles chez AMD de la génération 4000. Mais tenez compte qu'il existe aussi la version H sans le S qui est techniquement plus puissante, vu qu'elle est moins, on va dire, nerfée au niveau des fréquences. Mais du coup, ce qu'ils voulaient tester ici dans cette vidéo, c'est voir justement, comparer vraiment un processeur AMD, ce processeur AMD, à un processeur Intel dans une tranche de prix similaire. Donc là, c'était le Core i7 9750H. Tenez compte que ça reste quand même un processeur Seeker versus un processeur Weaker chez AMD. Mais il y a d'autres différences. Par exemple, l'un des problèmes qu'on n'a pas eu de bonne, selon moi, comparaison jusqu'à maintenant, et je vous l'ai dit, c'est que il n'y a pas les mêmes cartes graphiques dans tous ces ordi portables testés. Donc notamment, ce Core i7 a une RTX 2060, alors que dans le Zephyrus G14, c'est une 2060 Max-Q qui consomme moins et qui du coup est moins performante que la 2060 normale. Du coup, c'est difficile de comparer. Donc ce qu'il a fait, et c'est un truc que vous verrez souvent dans les tests de CPU, c'est limiter on va dire la résolution d'un jeu. Donc si vous faites tourner le jeu en 720p, le truc c'est que comme vous tournez en 720p, la carte graphique a beaucoup plus facile à faire tourner le jeu, et donc vous tombez beaucoup plus vite sur la limite justement du processeur. C'est un peu comme, donnons un exemple, c'est un peu comme mettre une voiture sur une dynamo pour voir sa puissance, plutôt que de la mettre sur une route, parce que peut-être qu'il vous faudra une longue route pour tester ou autre chose.
Donc là, au moins, vous êtes sûr, ok, je ne suis pas limité par la route, elle est sur la dynamo, elle peut rouler aussi vite qu'elle le veut. C'est un petit peu la même chose ici. En limitant la résolution, la carte graphique atteint directement sa limite, qui est le CPU. Et ça permet de voir l'influence du CPU. Et là, il y a des chiffres très intéressants, notamment le fait que c'est assez consistant. Le processeur d'AMD était plus puissant que justement le processeur d'Intel, qui a malgré le fait que le processeur d'Intel avait une meilleure carte graphique. Donc, ouais, très intéressant. Il faudra voir quand il y aura plus d'ordi portables sortis, parce que pour le moment, c'est principalement Zephyrus G14 qui est disponible en review, hein, vous l'avez vu. Hein. Genre, tous les sites de review ont toujours le Zephyrus G14, c'est incroyable d'ailleurs. Du coup, il faudra voir dans le futur quand on aura justement les nouveaux processeurs Intel mobile, hein, que je vous rappelle qui arrivent, avec une RTX 2070 par exemple, super, et le même processeur, l'équivalent processeur AMD en face avec une RTX 2070, super aussi. Et là, on pourra vraiment voir, ok, qui est le meilleur. Mais en attendant, je trouve que c'est plutôt intéressant, donc je vous invite à regarder. Ensuite, tant qu'on est sur le même sujet, la confusion d'NVIDIA sur ces cartes mobiles est encore pire qu'avant. Donc maintenant, officiellement, vous avez donc une 2080 Super, vous avez une 2080 Super Max Q, vous avez une 2080, une 2080 Max Q, une 2070 Super, une 2070 Super Max Q, une 2070 Refresh, oui, vous ne déconnez pas, une 2070, une 2070 Max Q, une 2060 Super qui peut-être existe, on ne sait pas, une 2060 Refresh, une 2060 et une 2060 Max Q. Oui, alors, what the fuck déjà un petit peu, hein, c'est un peu n'importe quoi. La version refresh pour information, pour ceux qui se demandent, elle utilise une nouvelle GDDR6 qui consomme moins d'électricité, c'est pour ça. Donc ça devrait donner des meilleures performances, meilleures bandes passantes et aussi une amélioration de la consommation. Et ben, évidemment les super, par contre les 2080 super, 2070 super, c'est les nouvelles. C'est la version qu'on avait sur PC fixe qui arrive sur ordi portable. Donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est. Bah, soyons honnêtes, c'est le bordel. Hein. Franchement, c'est le bordel. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, c'est juste n'importe quoi. Et moi, le problème que j'ai le plus avec tout ça, c'est que pour le consommateur, ben, ça complique tout. Parce que quelqu'un regarde les specs d'un ordi portable et des fois, il ne sait même pas en fait. Il ne sait même pas à quoi il regarde. Il regarde, ok, 2070 Super Max Q over the Dome. Il est en mode, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Il voit un autre ordi portable à côté avec une 2070 non super. Il ne sait pas. Par exemple, la 2070 Super Max Q est moins performante que la 2070 Refresh non super. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Enfin, elles vont être très similaires au niveau performance. Pourquoi? Parce que la Max Q, comme elle est nerfée, entre guillemets, au niveau fréquence, elle a moins de performance, même si elle a plus de coups d'accord, alors que la Refresh, elle, a moins de coups d'accord, mais elle a une meilleure fréquence et une nouvelle GDDR6 qui devrait l'aider à, on va dire, équilibrer la chose. Et du coup, c'est genre, ouais, en fait, vous êtes un consommateur, vous n'y connaissez rien, c'est encore plus dur. Parce que, encore, si c'était, vous arrivez dans le magasin, vous êtes en mode, ok, il y a une 2070 là, une 2080, une 2060. Vous dites, ok, celui avec le plus gros chiffre doit être le meilleur. Mais là, vous ne pouvez même pas utiliser cette logique. Vous ne savez pas. Donc, ouais, Nvidia, please, arrêtez. L'existence des Max Q, ok, je peux comprendre. Ça a un but. Mais selon moi, c'est, oui, Max, déjà Max Q, le terme en réalité, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, le terme en français, ça ne veut pas dire forcément grand-chose, quoi. Les gens se disent Max Q, qu'est-ce que... Max? Oh, Max, ça veut dire le plus, nice. Mais Max Q, c'est un terme qui est utilisé en ingénierie et qui veut dire encore, en gros, l'efficacité maximum, en gros. C'est vraiment ça. Donc, pour une fusée, Max Q, c'est le moment où il y a le maximum de pression aérodynamique sur la fusée. C'est le moment où tout est voilà, le plus... on atteint vraiment le paroxysme, quoi. Pour une carte graphique comme ça, Max Q, surtout, ça veut dire celle-là, elle est réglée comme il faut pour qu'elle offre le plus de performance selon sa consommation. C'est-à-dire que on pourrait la faire consommer moins, mais on perdrait autant en performance, quoi.
On pourrait la faire consommer plus, mais on ne gagnerait pas suffisamment en performance pour le justifier. C'est le bon équilibre. C'est ça que ça veut dire max-Q pour NVIDIA. Après, tenez compte que les constructeurs d'ordinateurs portables ont la liberté d'aller encore un peu plus régler tout ça. Donc, en gros, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, des fois. Mais du coup, là, oui, max-Q, selon moi, il faudrait autre chose. Il faudrait clairement autre chose ou un nom un petit peu plus. C'est un nom qui fait très marketing, vous voyez. Ça fait très marketing, ça fait vendeur. C'est Max Q, vous voyez. Genre, waouh, Max Q. Et puis c'est en mode, ouais, ça vient du domaine de l'ingénierie et tout ça. Vous dites, waouh, c'est trop bien, quoi. Mais en fait, ça veut juste dire, ouais, elle est moins performante pour moins consommer, ce qui peut être cool, mais elle est quand même moins performante. Ouais. Mais dans tous les cas, ouais, c'est juste le bordel. Déjà, je l'avais déjà dit avec les 2000, enfin les super, les versions super ne devraient pas exister. Les versions super, de toute façon, auraient dû être les cartes graphiques qui auraient dû sortir dès le début. Et surtout, c'est pourquoi on n'a pas des 2085? Pourquoi on n'a pas une RTX 2085? Vous voyez, on se dit, bah, ok, 2085, c'est plus haut que 2080. Ok, c'est simple et efficace. Vous voyez? Non, on n'en a pas. Parce que, fuck you. C'est vraiment ça. Aussi, bah, par exemple, la 2070, super, des fois, on peut poser des questions sur son existence et tout, par rapport au fait que bah, ils auraient pu garder la 2080 et la baisser de prix, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Mais bon, bref, c'est un petit peu le bordel, soyons honnêtes. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne tech en partie, parce que des fois, il faut que des gens qui n'y connaissent rien soient en mode, mais qu'est-ce que je dois prendre en fait? Je fais des vidéos pour ça. Ensuite, on a une petite news. Je sais que des gens vont m'en parler, donc c'est pour ça que je l'ai plus inclus, mais au final, c'est pas. En gros, Zen 3 doit arriver cette année-ci. Vous devez le savoir. Donc Zen 3, ce sera les vrais processeurs de la génération 4000 en gros d'AMD. Donc actuellement, même les nouveaux processeurs mobiles sont sur Zen 2. Les 3700X, aussi ce que vous avez dans la Xbox Series X et la PlayStation 5 sont sur Zen 2. Tout est sur Zen 2, c'est une très bonne architecture, hein, on l'a vu. Mais du coup, Zen 3 devrait encore améliorer un petit peu tout ça. Et ce sera toujours en 7 nanomètres pour information. Il y a de fortes chances que ce soit peut-être sur le processus un petit peu amélioré de TSMC en 7 nanomètres. Mais après, ce sera surtout eux qui tweakent le design. Genre en mode, oh ok, on a remarqué qu'on perdait des performances à cause de ça, hop, on le change. Oh là, on pourrait gagner des performances en faisant ça, ok, on le change. Des petits tweaks par-ci par-là. C'est plus un toc qu'un tic, pour information. C'est ce que faisait Intel avant. En gros, c'était le TikTok. Bon, c'est plus tic-tac chez nous, hein. Mais en gros, c'est un tic, c'est vous changez de processus de gravure. Et le TOC, vous améliorez l'architecture tout en restant sur le même processus de gravure. Et puis, rebelote, un tic, vous descendez en processus de gravure, et ainsi de suite. Bon, maintenant, Intel est plus en mode tic, toc, 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 toc. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ici, du coup, oui, c'est le tic, le Zen 2, et là, c'est le TOC. Donc, on verra ce que ça donnera. Peut-être qu'il n'y aura pas d'énormes gains de performance, autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai juste envie de dire, il y a des gens qui vont être en mode, ah, je vais attendre alors. Je suis en mode, vous pouvez attendre, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre PC, ne vous forcez pas à le mettre à jour. Je veux dire, si votre PC est largement suffisant pour les tâches que vous lui demandez, ok. Mais si vous devez vraiment upgrade votre PC, ça ne vaut pas la peine d'attendre. C'est en septembre. C'est en septembre. C'est dans très longtemps. Donc, ouais. Moi, personnellement, surtout que les prix sont en train de toujours augmenter avec. Bon, normalement, pour information, beaucoup d'usines en Chine ont repris la production. Donc, ça devrait se rééquilibrer au niveau de certains prix. Après, il faudra voir. Il faudra vraiment voir. Une chose est sûre, quoi qu'il arrive, si vous deviez vraiment commander maintenant, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours commander maintenant. Après, moi, je dirais un petit peu d'attendre. J'avais dit de commander avant. Quand j'ai dit qu'il y allait avoir des problèmes de production, je vous avais dit de commander. Et je pense, selon moi, que c'était une bonne chose à faire si vous en aviez vraiment besoin. Parce que les prix étaient vraiment au plus bas depuis pas mal d'années pour beaucoup de choses. Mais maintenant, les prix ont commencé à augmenter, forcément, avec tout ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je vous dirais. Et aussi pour le fait de éviter de faire travailler des gens à manipuler des marchandises et tout ça qui ne sont pas, selon moi, essentiels. Je dirais, attendez avant de commander, ça ne vaut pas selon moi la peine maintenant, les prix ont augmenté, il vous faudra du temps pour être livré, il y a beaucoup de sites qui vous permettent plus de faire le montage,
et tout ça. Donc, ouais, attendez, ça ne fait pas de mal d'attendre ici. Ça devrait peut-être s'améliorer quand justement la Chine aura repris pleinement la production et qu'ils vont recommencer à envoyer pas mal de matériel informatique et tout ça. Ça va même peut-être faire baisser les prix parce que comme certaines personnes vont se dire: «OK, attends, j'attends là avant de commander parce que les prix ont augmenté», bah, il y aura beaucoup moins de demandes alors que l'offre sera revenue comme avant, quoi. Après, des fois, on ne sait pas aussi ce qui peut arriver. Il y a aussi le fait que peut-être que les constructeurs de mémoire, hein, Samsung, Micron, hein, et tout ça, ils vont être en mode: «Oh, on a perdu, de la production là, on va devoir augmenter nos prix de 50. Oh là là, et on va tous augmenter nos prix de 50 comme par hasard». Ouais, si vous n'avez jamais compris jusqu'à maintenant, j'aime pas trop les constructeurs de mémoire parce que je peux vous jurer qu'ils se font plaisir des fois, ils se font vraiment plaisir. Enfin bref, dans tous les cas, voilà un petit peu mes recommandations d'ailleurs pour ceux qui en se demandaient. Je changerai le titre de cet intitulé de cette news-là parce que ce sera plus genre hey, Zen 3 et recommandations pour commander un PC parce que ouais, c'est plus ça au final. Et enfin, petit dernier truc cool, oui, c'est un Texama Show un petit peu court parce qu'il n'y avait pas énormément de news. Et puis l'autre Texama Show que j'ai fait la semaine dernière, j'ai sorti un peu plus tard que prévu, donc il y a eu moins d'espace entre les deux, donc il y a eu moins de news tout simplement, hein. Et puis avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup moins de news en fait. Donc ouais, Rocket Lab, si vous vous souvenez de Rocket Lab, c'est une compagnie néo-zélandaise, mais aussi, genre, ils sont quand même en partie américains au niveau de son fonctionnement et tout ça. Ou sinon, ils ne pourraient pas avoir certaines technologies de Rocket, justement. Donc, c'est une compagnie qui lance des petites fusées, des très petites fusées, enfin, petites, c'est quand même grande. Mais c'est des petites fusées qui permettent de mettre des petits satellites en orbite. Et leur particularité, c'est que leurs fusées sont entièrement en fibre de carbone, imprimées. Donc, ils ont un truc pour les imprimer à la chaîne s'ils veulent, y compris avec, bon, imprimer avec la fibre de carbone, c'est pas vraiment imprimé, c'est plus. Ils ont une machine en tout cas pour processer le truc très rapidement et tout. Par contre, leurs moteurs sont imprimés. Ils utilisent des batteries électriques, par exemple, pour certains trucs. Genre, c'est vraiment des fusées très intéressantes. Et elles sont pas chères aussi pour lancer des petits satellites en orbite, justement. C'est quelques millions de dollars pour information. Genre, c'était 5 ou 6 millions. Vous allez me dire, waouh, c'est énorme, c'est cher. Pour envoyer un satellite, c'est pas cher, ok? C'est vraiment pas cher. Et donc, ce qu'ils ont commencé à tester récemment, c'est de récupérer leurs fusées, comme certains SpaceX. Sauf que eux, ils ont un avantage, c'est que leur fusée est très petite. Donc, ils n'ont pas besoin de la faire atterrir par elle-même. Ce qu'ils vont faire plutôt ici, c'est qu'ils vont lui mettre un parachute. Donc, en améliorant leur fusée, ils ont permis d'améliorer ses performances. Donc, peut-être, et puis selon le satellite qu'ils lancent, peut-être que certains satellites leur donnent de la marge au niveau du poids. Donc, ils peuvent inclure un parachute. Et ce parachute va juste pas empêcher le truc de se crasher au final. Le parachute est juste là pour ralentir la descente de la fusée. Et après, ils arrivent littéralement avec un hélicoptère et ils l'attrapent. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour aller voir parce que je sais pas si c'est peut-être copyrighté, on ne sait jamais. Mais ouais, dans tous les cas, ils le récupèrent. Ça se voit un petit peu ici. Et ils le récupèrent un fil, ils attrapent l'arrière du parachute. Et hop, ils ont récupéré. Et ils peuvent revenir justement au sol et déposer tranquillement la fusée. Ça, c'est quand même un assez gros tube, hein, pour information. Ça fait un peu plus d'1 mètre de large, mais ça reste assez haut. C'est quand même, c'est pas une petite fusée non plus, hein. À côté d'un être humain, c'est clairement pas petit. On le voit un petit peu ici avec une route derrière. Vous voyez, c'est quand même un bon gros truc. Après, comme j'ai dit, c'est pour lancer des petits satellites. Ça, c'était pas une full fusée d'ailleurs, pour information. C'était plus. Il me semble qu'ils ont juste pris le corps d'un de leurs fusées. Il n'y a pas les moteurs, par exemple. Ils ont juste pris le corps pour simuler, vous voyez, justement une vraie fusée. Et puis voilà. De toute façon, sur leur chaîne, vous pouvez aller voir un petit peu. Il y a les autres lancements qu'ils ont fait. On voit leur fusée d'ailleurs là, justement. Donc comme ça vous permet d'admirer un petit peu ce qu'ils ont fait. Et vous verrez que franchement, ils font des trucs très sympathiques. Ok, c'était à peu près tout pour ce texte à moche aussi, donc j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Si vous avez des news à suggérer, vous pouvez me les passer par Twitter ou par commentaire, justement. Plus facile par Twitter, parce que je ne- sur un vieux texte à ma show, peut-être que je ne verrai pas le commentaire, alors que sur Twitter, ça, évidemment, ça apparaît. Dans tous les cas, merci à tous. On se revoit pour une prochaine vidéo, et je vous dis ciao, ciao.